Alors, bonjour à tous, bonjour Céline, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Hello. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Raphaël, tu as trouvé le lien. Oui, C'était laborieux. mais en fait, ils n'apparaissent pas sur Facebook. Enfin, en tout cas, consulter à partir d'un ordinateur. Je ne sais pas comment ça se passe à partir d'un téléphone portable, mais sur l'ordinateur, il n'y avait aucun lien sur la page Mhm. de l'événement. Bon, c'est les mystères de l'Internet. C'est Je- c'est Facebook. Mhm. Céline, j'ai envie de te poser juste une première question. Parce que j'ai Oui. mis des choses là, pour préparer, mais sans qu'il y ait de fil nécessairement. Je voudrais juste te poser cette question qui t'a déjà été posée. Qui es-tu? Ah, ça, c'est direct au moins. La colle, hein? Alors, je dois répondre sur quel plan? Parce que tu vois, c'est compliqué comme réponse en fait. Ouais, Euh, ça va être compliqué. ouais. Mhm. Qui es-tu? Hmm. Ah là là. Mais en fait, on pourrait presque faire un 700 sur cette question. Eh oui, c'est le but du satsang, en fait. Alors, dans cette question, il y a être et puis il y a qui? Alors, alors en fait, si on part sur un plan absolu, on dirait que je suis être. Tu vois. Je suis le fait d'être. Et puis dans qui? Ben, être se manifeste à travers une forme, une structure qu'on appelle une personne, et ça, c'est Suyin. C'est l'expression Mhm. Suyin de l'être. Ouais. Et qui est Suyin? Alors, un ensemble de, de paramètres. Il y a l'ADN, il y a le conditionnement, il y a les multiples dimensions aussi, parce que moi je crois à ça, qu'on est multidimensionnel. Euh, voilà, tout ça, ça va former une personne unique. Les expériences, la mémoire, euh, les, les énergies, comme on voit en astrologie par exemple, qu'on est influencé par telle ou telle énergie plus que par d'autres. Euh, Mhm. tout un parfum, toute une atmosphère, un monde en soi, hein. Une personne, c'est un monde en soi, quoi, entièrement. Et donc, on ne peut pas définir qui on est, en fait, c'est pas possible. Tu vois. On peut dire peut-être ce qu'on aime, comment on vit, quelles sont nos valeurs, voilà, mais on ne peut pas se définir. Pour moi, c'est impossible de se définir. Je ne sais pas si ça te répond. Peut-être qu'on peut définir ce qu'on n'est plus, ce qu'on n'est pas. Parce qu'il y a eu éveil, il y a eu différentes phases d'éveil pour toi. Tu en as beaucoup parlé avec Pierre, donc je ne vais pas te reposer toutes ces questions, puisque ça a déjà été bien précisé. Je voulais juste demander, est-ce que Oui. le son de Sudine et mon propre son sont à peu près au même Tiens, niveau? regarde, Oui, RPC, ah ouais. j'ai mis RPC, PRC, c'est Plein de Chine. monde qui apparaît. Alors oui, Raphaël propose Est-ce que que vous tout le pouvez monde mette éteindre un Alors, je vais falloir désactiver tous les micros parce que sinon, on va pas y arriver. Est-ce que vous pouvez le faire Alors, je vais tâcher de le faire si vous désactivez le son. Ouais, je vous laisse faire chacun parce que moi, je dois faire un par un, c'est un peu compliqué. Ah non, désactiver tous les sons. Ouais, c'est activé. Oui. Ok, donc on était à... Hop, perturbé. Euh, Oui, qu'est-ce qu'on n'est pas, parce que tu as eu, c'est vrai, différentes phases d'éveil. Et pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, cet éveil, dans ce basculement, ce retournement, est totalement stabilisé ou est-ce qu'il y a encore Suyin en tant que personnage qui apparaît encore qui a plus de son, Suyin, t'as coupé ton son aussi. J'y avais pas Non, c'est touché, moi qui ça, l'ai coupé. ça a dû, oui. C'est moi qui l'ai coupé. Ok. Par Pardon. rapport à ta question de la stabilisation du retournement, pour moi, il y a une petite méprise à ce sujet, je pense.
En tout cas, il y a différents types d'expériences avec ça, de témoignages. Et avec le temps, je me rends compte que ce qu'on appelle le basculement, c'est une étape. C'est pas le but. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de rester dans cet état. Je sais pas si Parce que oui, en fait, le basculement, c'est une forme d'état. C'est un état de conscience modifié. Un état de conscience élargi, on pourrait dire. Où il y a plus de sentiment de centre et ni d'individualité. Il n'y a plus qu'un sentiment d'unité et où l'ego est dissous. Et ça dure un temps. Mais à un moment donné, et je ne dis pas que c'est le cas pour tous, il y a des personnes pour qui ça reste comme ça, c'est possible. Enfin, des personnes, voilà, des êtres chez qui ça reste comme ça. Je pense qu'il n'y en a pas Ouais. beaucoup. Je pense que pour la plupart, de tout ce que j'ai pu entendre, rencontrer comme personne, entendre comme témoignage, et les personnes que j'ai accompagnées et mon propre vécu, la plupart, l'ego revient. Le sens d'individualité revient. C'est comme si la conscience s'est reconnue dans son unicité, sa globalité, sa non-limite, et elle revient s'associer, s'identifier à ce corps, à cette structure, à ce véhicule. Elle revient se focaliser. L'attention revient et se refocalise sur cette structure qui est une expérience que la vie fait, en fait. Et par contre, il y a quelque chose qui a changé entre-temps, forcément. Euh, la perspective sur la vie est complètement différente. Et sur soi-même, sur ce qu'on croit être. Ça, c'est complètement différent. Par contre, tout redevient comme avant. C'est-à-dire avec des émotions, avec du mental, avec des réactions, avec les conditionnements qui étaient là qui étaient engrammés, ils le sont toujours, hein, il n'y a rien qui bouge avec ça. Ce qui bouge, c'est la façon qu'on a de percevoir la vie et le rapport au monde et le rapport à soi. Tout ça est complètement transformé. Mais en apparence, ça ne donne pas forcément quelque chose de différent ou quelqu'un de différent d'avant. Il y a sûrement moins de réactivité en général à pas mal de choses, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus du tout. Parce qu'il peut y en avoir encore par rapport à des schémas du passé, par exemple. Et donc, le corps, par exemple, s'il y a eu des traumatismes, des blessures, il y a des systèmes de protection qui sont mis en place pour éviter de revivre ces traumatismes, et eux, ils sont toujours là, en fait. Hein. Donc, ça peut donner de la réactivité dans certaines situations. Donc, moi, si tu veux, après le basculement, j'ai cru que ça devait se stabiliser, et puis surtout, j'avais une part finalement qui venait du mental, que j'ai compris plus tard que c'était venait du mental, qui était accrochée à cet état de plénitude, qui ne voulait pas revenir dans l'incarnation, en fait, on va dire, parce que c'est un état où on n'est plus dans l'incarnation, hein, on est sorti du monde. Tu vois, et ça ne voulait pas revenir dans le monde. Et ça a bataillé pas mal hein, avec ça. Alors, il y avait ça ne voulait pas revenir dans le monde, et la croyance qu'en plus, il fallait rester là, que c'était le but de la vie, ou je ne sais pas quoi. Et puis, donc ça a fait cette période de flip-flopping, beaucoup d'allers-retours. Et à un moment donné, ça a été reconnu que ce qui voulait absolument revenir là, c'était une part du mental. Ce n'était pas la conscience, parce que dans ces états de présence désidentifiée ou d'unité, quand je regardais depuis là ce phénomène d'identification, il n'y avait aucun problème avec ça. C'était même voulu. C'était un jeu. C'est vu comme ça, comme un jeu. Et de toute façon, dans cette dimension-là ou dans cet état-là, il n'y a aucun problème avec rien. Tout est OK comme c'est. Donc, et c'est vu que s'il y a quelque chose quelque part qui n'est pas OK avec la façon dont s'exprime la vie, ce n'est pas la conscience pure, c'est quelque chose qui vient du mental. Et donc, quand la conscience revenait, s'identifiait au corps, s'associait au corps, revenait dans le monde, dans l'incarnation, il y avait une part du mental qui
qui disait tout de suite, oh non, oh ben non, non, j'étais bien moi là-bas. Et en fait, c'est pas qu'il était bien là-bas, c'est qu'il n'était plus là, en fait, de l'autre côté. Mais comme, quand même, dans le système, ça a vu que de l'autre côté, on va dire, dans l'arrière-plan, c'est la paix absolue, et qu'il y a dans notre mental quelque chose qui veille sur notre bonheur, qui veut qu'on soit tout le temps heureux, en fait. Ben ça, c'était le bonheur suprême. Donc, ça voulait retourner là. Et après, ben, c'est tout un cheminement pour accepter de vivre une expérience incarnée avec tous les inconforts que ça comporte. Mhm. Pour moi, le but aujourd'hui du chemin spirituel, c'est pas de se détacher du monde, c'est pas de vivre détaché du monde, des émotions, tout ça. C'est de l'accepter. C'est de vivre l'expérience dans le monde, dans l'amour, D'y l'acceptation. plonger. Et oui, d'y plonger avec cette. Par contre, cette connaissance qui se reconnaît dans cette bascule, je pense que c'est important de le vivre. Parce que c'est ça qui va permettre d'accepter le monde, paradoxalement Mhm. peut-être. Pas paradoxalement, non, puisqu'il est vu dans cet état-là que depuis la pure présence, le monde est parfait comme il est. Donc oui, c'est ça qui va permettre d'accepter, de vivre cette expérience qui paraît imparfaite, évidemment, quand on est dedans. Mhm. Et qui est inévitable parce qu'en fait, la vie ne peut que se dérouler selon sa propre logique, enfin logique s'il y en a une, je sais pas, selon logique. Absolument. Et en fait, ce qui se stabilise avec le temps, pour moi, je dirais, c'est l'acceptation, justement. Mhm. Et la paix avec l'expérience incarnée et l'expérience, on va dire, identifiée, même si, voilà, si tu me demandes qui je suis, tu vois, je ne peux pas dire, oui, je suis Céline Lamour. Non, ça n'a pas de sens pour moi de dire ça. Évidemment que je sais que je ne Mhm. suis pas ça. Que ça, c'est une expérience temporaire, passagère de l'être, de la vie. Et en même temps, ça se vit comme ça, cette expérience, ça se vit en tant que Céline Lamour. Mhm. Avec son histoire, ses goûts, ses préférences, son caractère, voilà, ses passions, son fonctionnement psychologique, etc. Ça se vit comme ça, en fait, hein. Donc, Il voilà. semblerait que ça débute comme ça pour la plupart des gens, parce qu'en fait, après l'éveil, c'est rare qu'il n'y ait pas à nouveau ce replonger et ces allers-retours jusqu'à un certain point où peut-être il n'y aura plus ça. Mais Il y oui, a une autre question que je voudrais te poser, en fait, c'est ce qui est important, en fait, c'est est-ce qu'il y a une satisfaction, est-ce qu'il y a une certaine un sens de la plénitude, une joie qui, au fond, est suffisamment là et plutôt inaltérable. oui, au fond, il y a ça, qui est là tout le temps. Ouais. C'est là tout Mais le c'est temps. intéressant parce qu'au fond, il y a ça, et en surface, il peut y avoir des frustrations et des insatisfactions. Mm. Ça n'empêche pas. L'un n'empêche pas l'autre. C'est assez amusant d'observer ça. C'est Mm. comme en fait, d'être OK avec la frustration. C'est-à-dire ou l'insatisfaction, quand elle se manifeste. Et c'est ça qui se stabilise petit à petit, et ça a mis du temps. C'est quand l'insatisfaction se manifeste, il n'y a plus la croyance que ça ne devrait pas être là. Il y a l'acceptation une expérience humaine comporte nécessairement de l'insatisfaction. Et donc, il y a l'acceptation de vivre une expérience humaine. Et donc, ça, il y a une paix profonde qui s'installe avec cette acceptation de l'expérience humaine comme elle est. Et ça ne veut pas Mm. dire qu'il ne faut pas, comment dire, qu'il faut rester dans des états inconfortables ou souffrants si l'expérience est souffrante. Ça ne veut pas dire ça quand je dis l'acceptation. Ça veut dire, OK, accepter que c'est ça l'expérience qui se vit, oui, Mm. pas se mettre en fight avec la réalité, mais c'est aussi prendre soin de cette expérience, parce qu'on est en amour avec elle. Donc si on s'aperçoit que le corps souffre ou que le mental, le psychisme souffre, depuis cet état de présence, il y a de l'amour, et donc il y a un élan naturel de prendre soin et d'aller chercher des solutions pour apaiser la souffrance. Enfin, quand je dis Mm. souffrance, je parle de douleur, hein, plutôt, de douleur. Je fais une différence entre les deux. La douleur physique, la douleur émotionnelle font partie de l'expérience humaine, c'est incontournable. On va forcément en vivre. Et la souffrance, c'est de refuser la douleur. C'est de, voilà, c'est la différence entre l'émotion et l'affect aussi, hein. L'émotion, c'est un mouvement naturel. Le corps émotionnel fait partie de l'expérience. Et l'affect, c'est quand on commence à cristalliser ses émotions en faisant une histoire de victime, par exemple,
ou en refusant les émotions, ça, c'est quand le mental commence à s'emparer en fait de l'histoire et du coup, nourrit des émotions qui, d'elles-mêmes n'auraient fait que passer. Et là, on rentre dans l'affect et donc la souffrance. Et ça vient toujours d'un refus, quelque part, d'un refus de l'expérience. Donc j'en reviens encore à l'acceptation, tu vois? C'est, la paix, c'est l'acceptation. Mais qui contient aussi, dans cette acceptation, ben, il y a de voir que, sur un plan humain, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et oui. Moi, j'ai constaté à un moment donné que, l'acceptation de la conscience ou de la présence, de l'arrière-plan, était vécue comme une forme de violence sur le premier plan. C'est-à-dire qu'il y avait des parts dans mon psychisme qui disaient: «Acceptez ça, mais ça va pas non, plutôt crever». Voilà, c'était ça que ça répondait à ce plan sur ce plan-là. Donc c'est d'accepter aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables sur un certain plan, dans l'expérience humaine et que pour ça, ces aspects en nous qui ne peuvent pas accepter certaines choses ont besoin d'énormément de soutien, d'amour, de compassion et qu'on en prenne soin. C'est peut-être là où on en vient, on peut en venir à ce que tu proposes dans tes retraites maintenant, où tu accompagnes les gens pour les aider à trouver la présence et aussi en faisant des soins énergétiques et vibratoires. Tu veux en parler un tout petit peu, si tu veux? Oui, oui, bah, justement, c'est ça, c'est mmh, depuis la présence, quand on regarde dans la direction, du personnage, qu'est-ce qu'on ressent? Souvent, voilà, c'est cette question que je pose, aux stagiaires, c'est là que je les amène. Donc des outils pour revenir dans la présence et puis une fois qu'ils sont, voilà, que cette présence est là, qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes dans la direction de ton personnage? Tu ressens quoi pour lui? Et la plupart répondent: «Mais de l'amour, de la tendresse, de la bienveillance». Et donc à partir de là, ben, comment on peut en prendre soin de ce personnage, de ce véhicule, de cette expérience? Et les soins énergétiques, c'est une façon comme une autre, hein. L'écoute intérieure, l'écoute bienveillante, j'appelle. Je préfère ça que là, la communication non violente, mais la communication bienveillante avec Ouais, soi-même, je en préfère positif. voilà. Mm. Voilà, la communication bienveillante avec, les parts du psychisme, du mental, qui ont toute une bonne intention, en fait, au final, derrière, même quand elles sont destructrices en apparence, donc d'aller reconnaître ça et puis en questionnant, en investiguant, qu'est-ce qui est caché derrière tel et tel comportement? Qu'est-ce que ça cherche, en fait? Et puis les soins énergétiques qui sont juste d'être en présence, en fait, quand on est dans cette présence, on vibre, pour moi, on vibre le taux vibratoire le plus élevé. Si je parle de cette façon-là, en termes de taux vibratoire, c'est-à-dire le bien-être d'être sans condition, la paix sans condition, le oui à ce qui est. Voilà. Mm. Quand on vibre ça, quand on ressent ça, ça vibre, vraiment, ça fait monter notre taux vibratoire et quand, depuis cet endroit, on fait un soin à une personne, on pose les mains sur elle ou même à distance, hem, le corps vibratoire de cette personne va se mettre au diapason de cette, vibration. Donc à la mesure de ce qu'il peut, suivant là où il va s'harmoniser, hein, c'est vraiment c'est des soins vibratoires. Comme les diapasons qui se mettent tous au même, son ou au même rythme quand on les met ensemble. À un moment donné, ben, ça s'harmonise sur cette vibration et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc celui qui donne le soin, ne fait rien en réalité d'autre que d'être en présence. Il ne fait pas un soin. Et celui qui est en présence, si lui il ne sent pas les vibrations, sent rien de Ah, il particulier, a pas besoin. c'est pas grave. Non, il a pas besoin de sentir quoi que ce soit. Non, non. Juste maintenant. Son état de paix intérieure et de détente et de justement de non, investissement de la volonté personnelle. Ça cherche pas à faire un soin, ça cherche pas à guérir, ça cherche rien, c'est juste là, c'est juste être avec ce qui est là. Ben Oui. ça naturellement, ça vibre et puis c'est tout et qu'on le ressente ou non, c'est pas nécessaire. Mm. C'est la même chose qu'on Et c'est ressent quand on est en essentiel. présence d'un «éveillé» entre guillemets, parce que j'ai un peu du mal avec ce mot, dans un satsang. Souvent ce qui fait plus, de, d'effet dans le satsang, de faire bouger des choses à l'intérieur, ça va être cette présence vibratoire de cet être plus que ce qu'il dit, hein. Mm. Mmh, donc Très voilà. bien. Alors, on va expérimenter ça avec nos participants.
qui vont poser éventuellement des questions ou donner un témoignage. Je vois que j'ai peut-être tardé un petit peu à vous faire rentrer certains parce que je n'ai pas vu que vous étiez là. Donc désolé si vous avez manqué un petit peu. En tout cas, vous allez pouvoir vous rattraper maintenant, c'est votre tour. Regarde un peu qui y a. Hey, salut Eric. Salut Maxence. Corinne, Maxime, Sohan. On va remettre en galerie pour Yes. voir aussi. Ouais. J'ai remis en galerie, hein, juste un instant. Une bonne moitié qu'on voit. Mhm. Alors là, c'est à vous si vous voulez, si vous avez des questions, des choses à partager avec Suzy. Je veux bien poser une question. Coucou. Salut Souine, bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Je voulais poser une question sur le faire et l'être. Moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est un peu une danse entre des moments où je suis dans le faire et des moments où je suis dans l'être. Par exemple, pendant la retraite avec toi, Souine, j'étais vraiment dans l'être et j'étais vraiment super bien. Et très vite, je sens l'appel du monde, du travail. Et j'essaie je sens le besoin de m'activer, quoi. Et c'est pas très, c'est un peu douloureux, quoi, de m'activer, du coup, de me sortir de ça. Je me dis, bon, faut que j'arrête de regarder trop de vidéos YouTube sur la non-dualité, sur des satsangs en ligne et tout. Je me force presque à arrêter de regarder trop de vidéos parce que, après, j'ai du mal à me mettre au travail, en fait. Euh, Oui. alors, j'essaie de mettre en présence au début de la journée et de garder cette présence tout au long de la journée pour faire des activités comme des activités commerciales, des activités de prospection, qui sont vraiment pour moi du faire, parce que j'ai l'impression de tendre la main dans un monde un peu inconnu où il faut un peu... et voilà, comment maintenir une paix d'être dans un monde de faire. Hmm. C'est une bonne question. Euh, je pense que alors, il n'y a pas de contradiction entre faire et être pour moi. Si la vie est tout le temps en train de faire des tas de choses hein, dans la nature, il ne se passe pas rien. Il y a tout le temps des tas de choses qui se passent. Euh, donc ça fait. Dans la nature, ça fait tout le temps. Mm. Donc l'humain est pareil, c'est un être il fait partie de la nature. Donc dans l'humain, il se passe des tas de mouvements d'énergie qui le poussent dans des actions. Et c'est ça être en vie, hein, c'est aussi ça. Euh, c'est l'être se manifeste, l'être s'exprime à travers le faire. Donc quand on est juste dans l'être, on est dans l'être au repos, et quand on est dans le faire, on est dans l'être en mouvement. Bon, c'est tout. Donc ça n'empêche pas l'être. Par contre, dans le faire tel qu'on a été conditionné, il y a l'attente d'un résultat souvent. Il y a la projection vers un but. Mm. Et ça, c'est OK aussi. Sauf que c'est la saisie sur le résultat va faire que le faire ne va pas être vécu sereinement. Si on peut faire sans saisie sur le résultat, avec un but quand même, bien sûr. Quand on part dans une action, un projet, par exemple, c'est il y a quelque chose qu'on met en place, il y a un but. Mais si on peut le faire en lâchant prise d'avance sur le but, ben, comme dans les soins énergétiques, pareil, tu vois, c'est un faire, un soin énergétique finalement. Mm. Même si on est dans l'être, on est quand même en train de faire quelque chose. Mais on lâche le but, on lâche le résultat, parce qu'on fait confiance à la vie. Ça fera ce que ça a à faire. C'est pareil pour les activités du quotidien. Euh, je me mets en mouvement parce que c'est ce mouvement de la vie qui me pousse. J'ai un but, un objectif, et en même temps, c'est la vie qui œuvre à travers moi. Elle fera ce qu'elle a à faire. Si cet objectif doit être atteint, il sera atteint. S'il ne doit pas être atteint, ou s'il y a autre chose qui arrive entre-temps qui fait partir dans une autre direction, ben, c'est que c'est autre chose que la vie avait soudainement décidé de mettre en place, si on peut parler comme ça. Donc si je suis dans cette optique-là de complètement lâcher prise sur le résultat, mon faire, il n'est pas stressant. En fait. Mm. Il n'est pas crispant. Mm. Il est même joyeux. Il peut même être joyeux. Mm. Si l'action que tu produis, elle te plaît, si tu as un certain plaisir à la faire, alors c'est joyeux.
Moi, je suis très créative, hein. Je suis en train de, par exemple, je suis en train de créer un oracle, tu vois, donc il y a un but, hein, il y a un objectif, créer un oracle. J'ai déjà l'impatience, évidemment, de voir le résultat final, parce que je sais qu'il va être génial et tout, tu vois, donc, et ça me motive. Et en même temps, s'il n'aboutit pas, aucun problème. Je ne suis pas du tout attachée au résultat. Et dans l'action, je suis juste dans le pur plaisir. Voilà. Mhm. Ça te répond? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais affiner Oui, davantage? ça me répond complètement. Ce détachement du résultat, ouais, ça me fait penser au jeu. Quand je joue et je m'en fous si je gagne ou ma partenaire gagne, c'est le plaisir du jeu. Et donc ça me reconnecte à ça. Mhm. Euh, et ça, dans l'effort, dans le monde enfin, du business, le résultat fait vraiment partie du jeu, effectivement. Donc, enfin, c'est vraiment un élément très important et c'est financier, donc c'est très cristallisant parce que c'est toujours lié à l'argent et du coup des choses Ah oui. assez profondes. Et je me demande, il y a toujours cette nécessité de poser un objectif, que ce soit pour la semaine ou que ce soit pour l'année. Et je m'interroge sur ce mouvement de détachement. Quand est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a un moment où on pose l'objectif et puis après on oublie l'objectif et on passe à l'action? Euh, c'est Mhm. cette non-saisie, enfin, je m'interroge et je demande à voir quand est-ce que je m'en saisis au mauvais moment, entre guillemets, quoi. Alors, cette non-saisie, je crois qu'il y a deux choses à regarder. Il y a voir les peurs qui sont derrière. Tu vois. Hmm. Parce que quand il s'agit d'argent, forcément, il y a des peurs. Ouais, C'est normal, mais voilà, d'aller peut-être visiter ça. Et est-ce que ces peurs peuvent se transformer en confiance en la vie? Est-ce qu'il y a moyen de rassurer? Voilà. Et l'autre aspect, c'est justement de voir que c'est pas un quelqu'un séparé du tout qui œuvre, tu vois? Que Alexis n'est pas une entité séparée de la vie en train d'œuvrer comme il peut ouais, pour obtenir un résultat. Alexis fait partie d'un ensemble de phénomènes qu'on appelle la vie. Et donc, c'est la vie qui œuvre, en fait. ouais. C'est ça ce qui permet aussi cette confiance. Mais ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui s'intègre avec le temps. C'est la vie qui œuvre. Et la vie, en tant que petite personne, je ne peux pas rivaliser avec elle. Je ne sais pas c'est quoi qu'elle veut faire comme expérience. Enfin, c'est Hmm. la globalité. Et c'est toujours une globalité, en fait, quoi que ce soit qui arrive. C'est toujours le fruit d'un ensemble. Ouais, Donc, tu es, en tant qu'Alexis, un outil de ce grand pulse, en fait. Mais le résultat du pulse, il ne t'appartient pas. Tu fais de ton mieux, c'est tout. Et du coup, si tu vois ça comme ça, tu vois, tu n'as pas besoin de stresser, en fait. Tu peux dire, bon, bah, je fais de mon mieux. Et puis je fais confiance que ce qui doit se vivre, c'est ce qui est OK. Et si c'est que finalement, le résultat, il n'aboutit pas, c'est vrai que c'est difficile dans un milieu comme le tien. Bah oui, c'est vraiment le conditionnement du résultat, en fait, hein, ouais, qui prime, j'imagine, sur l'action. Donc, mais là mais, aussi, hein, on peut lâcher prise avec ça. On peut faire confiance, quoi. Tu vois? mais c'est vrai que c'est très juste si j'enlève quelle est la peur si je m'interroge sur c'est quoi qu'est-ce ouais, la peur de ne pas réussir. Si j'enlève la peur de ne pas réussir, effectivement, il y a beaucoup de joie, quoi. Parce Ah, que, parce que c'est très amusant de se dépasser, de faire des choses qu'on n'a jamais fait. OK. C'est même amusant de gagner quand on enlève. Il y a beaucoup le goût de la victoire, j'arrivais pas à faire un truc, maintenant j'y arrive. Euh, Mm. mais si tu as peur de ne pas y arriver, c'est plus ouais, un soulagement et du coup, c'est pas pareil. Donc, ouais, j'aime beaucoup cette réponse sur ouais, dénouer peut-être les peurs de ne pas y arriver, enlever l'importance du succès pour retrouver la joie de faire dans le présent, quoi. Oui, oui, et continue à te nourrir de satsang parce que c'est parce que tu prends ces temps de retour dans l'être que tu as la ressource pour ensuite vivre le faire de façon légère. Parce qu'il y a Hmm. plus de détachement du coup. Chaque fois Oui, qu'on est dans l'être, on revient dans l'essentiel, on revient dans cet état où on se détache des saisies justement sur les résultats. Et donc du coup, ça nourrit cette ressource. Après, ça va être utile aussi dans le faire.
d'avoir faire grandir ce parfum de paix en arrière-plan, en fait, avec l'être. Hmm. Et il y a autre chose aussi qui me venait de te dire, c'est au niveau du fonctionnement du mental, euh, les parts protectrices qui ont peur, par exemple, de manquer avec l'argent notamment. Donc, elles ont été conditionnées à fonctionner au résultat, à la productivité. C'est puissant, hein, la Ouais. productivité. Si je fais un truc qui n'est pas productif, en fait, c'est pas bien, quoi, c'est pas correct. Tu vois. Ouais. C'est souvent ça que ça dit. Parce que la productivité veut dire venir subvenir à nos besoins, en fait. Donc, c'est ce programme, subvenir à ses besoins qui est là derrière, et qui est OK, fait partie de l'expérience d'un humain. Mais par contre, on peut le reprogrammer, ce programme. C'est-à-dire qu'il a été programmé sur la base de la productivité. On peut le reprogrammer de cette façon-là. C'est comme si tu lui disais, OK, ce que tu veux, c'est que je manque de rien. OK. Hmm. Alors, je vais t'informer d'une chose, c'est que si j'ai peur de manquer, la vibration de la peur peut générer le manque. Hmm. Par contre, si je suis dans la confiance que je ne vais manquer de rien parce que la vie prend soin de moi, si je vibre ça, je ne vais pas manquer. Il y a peu de chance. Donc, la meilleure stratégie pour pas manquer, c'est pas d'avoir peur du manque, c'est d'avoir confiance. Et en fait, on peut vraiment reprogrammer notre système en lui montrant quelle est en réalité la meilleure stratégie pour obtenir ce qu'il veut. Parce que Hmm. lui, la stratégie, il s'en fout, hein. Ce qui l'intéresse, c'est son objectif. Donc, si tu demandes à la part en toi qui veut assurer tes besoins matériels, si, il préfère que ce soit de telle ou de telle manière, à la limite, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est juste que c'est que tu sois tranquille financièrement. Hmm. Que ce soit en ayant peur ou en étant dans la confiance, pour lui, ça lui est égal, hein. Ce qui compte, c'est le résultat. Ouais. Voilà. Ça, c'est intéressant. Moi, je le fais, je reprogramme mon système comme ça, avec les peurs. En lui parlant à voix haute ou enfin à voix dans la tête. Bah ouais, dans ma tête, ouais, ouais. Je te donne un exemple. J'avais beaucoup peur de l'avion. Et la dernière fois, ouais, j'ai pris l'avion quelques fois ces derniers temps pour aller en Bretagne faire des stages. Et la dernière fois que j'ai pris l'avion, bah, j'étais assise dans l'avion un peu avant le décollage. Et puis j'avais des pensées d'accident, de prise d'otage, hop, qui me traversaient. Et donc, je voyais ça arriver. Et puis, j'ai dit, OK, il y a la peur que là. Je voyais bien la tension dans le corps quand même. C'était un peu moins qu'au début. On s'habitue à force de prendre l'avion. Mais quand même, il y avait une bonne tension. Et donc, j'étais à l'écoute de ça. Et en fait, quand je lui ai dit, en gros, à ce programme de peur, j'ai dit, ben, merci d'essayer de me faire éviter de mourir, parce que effectivement, pour toi, je suis potentiellement en danger de mort. Et là, tu m'envoies ces images pour qu'en fait, je parte en courant, que je sorte de là. C'est ça qu'il me dit, sors de là, casse-toi, c'est dangereux, Ouais. potentiellement dangereux. Et je dis, merci de faire ça, sauf que je te donne une information, je ne vais pas partir de là, je vais prendre cet avion parce que je dois aller là-bas. Donc, une fois que je suis dedans, la meilleure stratégie de protection pour éviter un accident, c'est pas d'avoir peur, c'est d'avoir confiance. Parce que si tu me projettes pendant tout le trajet des idées d'accident, il y a peut-être des chances qu'il y en ait un du coup qui se produise. Donc j'ai montré ça. J'ai dit, tu vois, la meilleure stratégie là maintenant, c'est la confiance une fois qu'on est dedans. Et tout s'est détendu, ça a super bien marché. Hmm. Génial en fait, on peut vraiment reprogrammer, c'est la plasticité neuronale. C'est intelligent à l'intérieur, ça a juste besoin d'avoir les bonnes informations. Voilà. Parce que ça tourne en boucle autour de conditionnements qui ne sont pas remis en question. Mais une fois qu'on remet de l'information là-dedans, ben ça se modifie. Mhm. Super, merci beaucoup, Swin. Avec joie. Bonjour. Et salut Raphaël. Du coup, ce que tu partages là, ça me donne envie de faire un petit témoignage par rapport à cette peur qui, pour moi, était beaucoup posée sur justement sur l'argent et les peurs de manquer, etc. Et de plus en plus, en fait, la vie me donne comment dire, des gros signes de dire, ben voilà, lâche l'affaire et confiance. Et c'est vrai que c'est, alors comme tu dis, il y a cette possibilité
de reprogrammer ça. Et puis, je pense que aussi, il y a des fois des événements qui viennent justement abreuver dans le sens de dire, ben voilà, tu peux avoir confiance, regarde là, il se passe ça. Et, bon, là, j'ai eu un exemple énorme parce que je suis rentré dans un cycle de formation là, et donc du coup, j'ai fait beaucoup de dépenses pour me financer cette formation. Et puis, euh, et puis j'avais un stage que je voulais faire. Et donc, du coup, bon, je passe les détails, mais je me suis trouvé avec un manque d'argent et impossibilité de faire ce que j'avais envie de faire. Et puis il y a eu un moment de dire, bon, ben voilà, ben, je lâche l'affaire et je suis OK. Bon, ben, certainement, à un moment, il y aura une arrivée d'argent qui va faire que je vais pouvoir faire les choses que je dois faire. Et d'une manière complètement inattendue et qui me venait d'un endroit d'où j'attendais absolument rien du tout, ben, exactement la somme dont j'avais besoin, elle est arrivée. Mais c'est vraiment des signes du destin qui te disent, ah voilà, ben, tu vois, tu as lâché la peur, et ben voilà, on t'amène exactement ce dont tu as besoin. Et c'est vraiment ça, cette notion de dire, la vie protège et fait ce qu'il faut pour être dans le bon chemin, entre guillemets, s'il n'y a pas de mauvais ou bon chemin, mais d'être dans l'accueil. Enfin voilà, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, et à chaque fois, c'est bluffant. Et justement, il y a un effet, du coup, je ressens, moi, intérieurement, un effet qui est bah, au fur et à mesure de ces expériences, de venir alimenter cette, euh, cette confiance, en fait. Mmh. Ouais, merci, super. Bah, écoute, ce dont tu témoignes là, je l'ai vécu aussi, des dizaines de fois, cette histoire de: «Il m'arrive juste la somme qui me manque», des fois au centime près. C'est juste scotchant et c'est des sacrés clins d'œil. C'est énorme. Et avec le temps, en fait, ça renforce cette conviction que, la vie répond, en fait, à nos vibrations, à ce qu'on projette, à ce qu'on croit, à ce qu'on voilà, à notre, hem, à nos besoins aussi, heu, nos réels besoins et surtout nos croyances, notre système de croyances. Ouais. Et par rapport au manque, c'est intéressant aussi de revenir, en méditation ou des petits moments dans la journée, dans l'espace de la présence où il manque rien et de valider que là, il manque rien et de goûter cet état où de non-manque et juste ça, de le goûter et de laisser ça vibrer. Et en fait, c'est encore cette histoire de diapason, hein, ce phénomène vibratoire qui est que si je vibre, la satisfaction, voilà, la plénitude, l'abondance, mais pas matérielle, juste le ressenti d'abondance en moi, que je me sens plein, je me sens nourri, rempli, juste du fait d'être, voilà, sans condition. À partir de là, la vie répond comme si elle s'alignait aussi dans l'expérience sur cette, vibration. C'est magnifique, c'est incroyable. Ouais. Et c'est beau, c'est un beau chemin parce que ça demande souvent aussi d'aller investiguer les peurs, les conditionnements qui n'y croient pas à ça, en fait. Oui, oui. Oui. Qui peuvent de temps en temps venir un peu interférer avec leur propre vibration et du coup, ça fait une situation bancale où il y a et il y a pas en même temps, par exemple. Et là, c'est qu'on peut voir qu'il y a il y a en fait, tout répond quand tout à l'intérieur est aligné sur cette vibration. Donc il y a un endroit où c'est pas aligné, donc d'aller regarder, tiens, la vie, l'expérience de la vie, là, est en train de me montrer comment c'est en moi, en fait. Et donc de me permettre une opportunité d'aller peut-être reprogrammer quelque chose justement. Ou apaiser quelque chose oui, qui est, ouais, qui est en stress ou en inquiétude avec la vie, qui ne croit pas, qui n'a pas encore confiance. Faire grandir cette confiance. Tout nous est montré tout le temps par les situations qu'on vit, en fait. C'est juste incroyable. Ouais. Et c'est beau de voir, je trouve que c'est beau de voir comment le mental, petit à petit, s'incline devant cette évidence, se plie à l'évidence. À force, justement, comme tu disais, d'expériences comme ça. Au début, ça fait ouais, bon, la partie rationnelle, c'est un peu ça doit être du hasard, enfin voilà.
un deuxième hasard, un troisième, au bout du 10e hasard, on commence à ouais, en fait, il se passe un truc là quand même, hein. C'est peut-être pas comme je croyais les choses et c'est là que petit à petit ça s'incline et ça s'accorde et on change complètement de perspective de vie, quoi. Ouais. Mm. Mmh. Ouais, et puis j'aime bien ton explication de la résonance parce que c'est vraiment. Alors moi, je posais ça plus en point d'observation, c'est-à-dire que si je change mon attitude d'observation, euh, je vais voir la même scène complètement différente et une scène qui pourrait m'apparaître désastreuse ou terrible ou autre, elle peut m'apparaître lumineuse et bienfaisante en fait. Et c'est juste le point d'observation à partir duquel je l'observe. Mais du coup pour changer ce point d'observation, du coup, il faut aussi vibratoirement soit être dans une autre présence. Et c'est ça aussi qui est. Et c'est vrai que c'est intéressant Ouais, ce, ouais. ce rapport avec le diapason. Et, et voilà. Et moi, j'aimerais revenir sur un point dont tu as parlé tout à l'heure, qui est ce, cette notion d'asseoir entre guillemets l'éveil. Alors, il y a souvent, moi, ce terme d'être assis dans le soi ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'y discutais récemment avec une amie qui est aussi branchée non-dualité. Mais moi, en fait, elle m'a posé la question, elle me dit, mais t'en penses quoi? Et je dis, mais pour moi, ça veut rien dire, en fait. Dans mon ressenti intérieur, le fait de dire, je suis assis dans le soi et je suis, entre guillemets, définitivement réalisé, etc., etc. Là, quand je regarde ça dans mon expérience là, ça allume rien en fait. C'est comme si Mmh. c'était une histoire. Et c'est juste une histoire et, voilà. Alors, il y a certainement, comme tu disais, des êtres qui atteignent des niveaux enfin, je sais pas, de dissolution ou autre, et voilà, je sais pas, des Nisargadatta ou des Ramana Maharshi ou autre, et bon, mais ouais, c'est drôle parce que j'ai vraiment l'intime conviction qu'on est tous, voilà, on est tous identiques, quoi, et qu'il n'y a pas de, il y a pas, du coup, il n'y a pas de séparation, et que ben, même un maître réalisé, comme tu disais, il va avoir des élans de colère, il va avoir tout ça, et il a forcément un ego, puisque son être, il est présent, et c'est un humain incarné, quoi. Donc, il y a vraiment je sais pas, pour moi, j'ai l'impression que c'est une douce fable qu'on nous raconte, mais ouais, voilà, c'est le point de vue qui est là maintenant. Yes, yes, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y a des degrés de dissolution ou d'impersonnalité, par exemple, et puis, c'est des degrés pas forcément seulement, selon les personnes, mais aussi parfois selon les périodes, pour une même personne, tu vois? Voilà, moi j'ai eu des périodes plus en retrait du monde, d'autres, moins, enfin voilà, mais évidemment à part, le petit Bouddha en samadhi sous son arbre qui bouge plus et qui mange plus et qui dort plus, lui, voilà, c'est clair, il est dans l'arrière-plan, voilà, il y a aucun souci. Tant qu'il y a un corps physique qui fonctionne et qui interagit avec le monde, il y a un ego, il y a une forme de sens d'individualité qui est là, c'est obligé pour qu'il fonctionne, en fait. Et il y a, un corps, physique, il y a un corps émotionnel, il y a un corps mental. Faut pas croire qu'il y a plus d'émotions non plus. Alors ça, c'est un peu le mythe de l'éveil. J'aurai plus d'émotions. Ben oui, mais c'est pas comme ça. Le corps émotionnel, il est pas dissous, pas plus que le corps physique, ni le corps mental. Il y a toujours des pensées aussi. Et pareil, il y a des degrés, d'activation mentale, selon les périodes, il y a des fois, c'est plus calme que d'autres. Il y a des fois, il y a quasiment pas de mental, puis il y a des fois, il est à fond. Ça dépend aussi des événements de la vie qui vont, activer ou pas, le mental, voilà.
S'il y a un problème à résoudre dans le quotidien, le mental, il est à fond direct pour résoudre le problème. C'est son fonction, il est là pour ça. Voilà, donc bon, à part des sages qui sont complètement en retrait, qui vivent dans une grotte et qui sont en méditation toute la journée, sinon, bien sûr que... Et pour revenir sur ce que tu disais, alors, être assis dans le soi, c'est ça que tu as dit, hein? Ah oui, alors là, moi, cette expression, elle me fait tout de suite bugger parce que qui est assis dans le soi? Le soi repose en lui-même. Donc, s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est assis dans le soi, c'est pas le soi. Enfin, c'est une part du mental. C'est ce que certains appellent l'ego spirituel. Voilà, une part du psychisme qui se prend pour le soi, qui a entendu que quand on accepte ou quand on lâche prise, on est plus heureux, donc qui tyrannise le système, il faut accepter, il faut lâcher prise, par exemple. Et qui peut se raconter à lui-même qu'il est dans le lâcher-prise, alors qu'en fait, il est en train de contrôler le lâcher-prise. On peut se faire prendre dans plein de pièges comme ça. Je crois qu'on y passe tous, c'est ça qui est rigolo aussi. Mais oui, voir que si tu as le sentiment d'être assis dans le soi, c'est probablement une part du mental voilà, qui s'est fait passer pour le soi. Et c'est bien de l'avoir, c'est important de l'avoir. À un moment donné, on la voit de toute manière. Quand on est dans un chemin de conscience, à un moment donné, on voit tout. Donc ça finit par être vu aussi, ça. Et, et de voir que c'est aussi une part en nous qui veut juste notre bonheur, hein. C'est toujours pareil. C'est pas à juger non plus, hein, comme le vilain ego spirituel. C'est juste ça a utilisé la stratégie de l'éveil pour nous amener au bonheur, pour essayer de nous amener au bonheur. Ben merci. Merci d'avoir essayé. Et puis on réinforme, sauf que ça marche pas, parce qu'il y a une crispation sur quelque chose. Donc, et le bonheur, la détente, c'est de pas de crispation et c'est de vivre l'instant comme il est. On réinforme et voilà. Après, il peut s'emparer de ça et dire, bon, ben maintenant, on va vivre l'instant comme il est. C'est intéressant de voir comment le mental il s'y prend pour tout récupérer. Et à un moment donné, moi, je voyais ça, ça récupère tout le temps, en fait. Mais quoi que je fasse, ça récupère. Quoi qu'il se passe, ça récupère. Et je luttais contre ça. Enfin, voilà, ça, c'est encore le mental qui lutte contre lui-même. Et puis ça aussi, ça a lâché. Bah, ça récupère. Bah, ok. Bah, ça récupère. C'est son job. Dès l'instant que c'est vu et que c'est pris avec légèreté, c'est juste l'histoire du mental qui fait son travail. Il n'y a plus de problème non plus avec ça, en fait. Mm. Mm. Mais merci, Raphaël. Merci, avec joie aussi. Ouais, ouais. Chouette de te faire un petit coucou, ça fait longtemps. Oui. Mm. Je profite de ce petit moment de silence. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé de l'oracle. Oui, je suis en train de créer un oracle. Un oracle, il me semble que c'est quelque chose qui sert à prévoir, si je me trompe. Qu'est-ce qui te donne cette envie? Et Alors, là, c'est pas un oracle divinatoire. Un oracle, c'est pas forcément divinatoire. Ça peut être d'accord. juste un outil qui te montre les énergies qui t'animent dans l'instant, qui te donne des conseils. C'est la différence avec un tarot, parce qu'un tarot, c'est basé sur le tarot de Marseille. Donc, c'est 22 lames majeures avec les lames mineures. C'est un jeu de 78 cartes avec des lames qui correspondent à des énergies, l'eau, le feu, l'air, la terre. Et il y a beaucoup, beaucoup de tarots aujourd'hui qui sont faits sur cette base, mais qui sont complètement différents du tarot de Marseille, mais qui sont... Quand c'est sur cette structure, ça s'appelle un tarot. Un oracle, il n'y a pas cette structure. On fait le nombre de cartes qu'on veut, elles n'ont pas spécialement de lien avec le tarot, en fait, avec la structure du tarot. C'est juste ça la différence pour moi entre oracle et tarot. C'est la forme, quoi, la structure. Et l'oracle que je suis en train de faire, c'est pas un oracle divinatoire, c'est un oracle qui... quand tu tires une carte, ça te dit quelles sont les énergies qui t'animent.
ou quelles sont les énergies dont tu as besoin, qu'est-ce que tu as besoin de nourrir. Ça te donne un conseil, peut-être une guidance. C'est à ça que ça sert. C'est des guidances, en fait. Mhm. Voilà. Ok. Et là, donc, je vais pas parler trop du contenu parce que c'est une surprise et c'est en cours. Bien Et sûr. je crée les cartes et les textes, en fait. Je fais les dessins. Et c'est des dessins vibratoires. Voilà, c'est des cartes vibratoires. Ok, Donc, on verra. donc, en plus de te donner un message, la carte en elle-même, elle contient une vibration qui peut t'imprégner et voilà, créer une alchimie. C'est le concept que je suis en train de créer, quoi. Voilà. Bon, c'est pas nouveau, il D'accord. y en a d'autres qui font des cartes vibratoires, hein, Oui. Mm. Et ça part de quoi? Alors, ça part de ta propre intuition? Il n'y a pas de base de départ? Ça surgit comme ça? Oui, bah, si, je me connecte à une qualité de l'être. Par exemple, l'accueil. D'accord? Je me connecte à la qualité de l'être qui est l'accueil. Et de ça émerge un dessin. Ok. Et un dessin vibratoire. Et après, je vais faire un petit texte qui parle de l'accueil. Qu'est-ce que c'est selon moi, ma perception, qu'est-ce que c'est l'accueil? Et donc voilà, la carte, elle est créée comme ça. Et donc, en fait, c'est que des cartes qui vont parler de la qualité de l'être quand le cœur est ouvert, quoi. Voilà. Donc, mm, mhm, Ok. mm. Du On coup, verra que tout ce qu'on fait, Mais oui. Mm. du, du coup, s'il y a personne qui a des Ouais. questions, justement, moi, ça me, ce dont tu viens de parler, donc cet oracle et la question de Jean-Pierre vient soulever un point qui, pour moi, a été très, très, très prenant pendant longtemps. C'est justement cette dichotomie qu'on peut faire entre cette notion de, entre guillemets, d'éveil ou de lâcher, en fait, de connecter avec l'unité, on va dire plutôt, d'être dans cette connaissance de l'unité et toute la partie qui peut être liée à une connaissance ésotérique ou une connaissance euh, entre guillemets magique et enfin moi j'avais beaucoup cette croyance qu'il y avait une séparation entre les deux Mm. et que ben, à partir du moment où on est dans une reconnaissance de l'unité, etc., ben, tout le reste n'existe plus et que ben, si on est dans la présence je suis et qu'on est dans la non-dualité, ben, on va pas faire par exemple, de soins énergétiques, on va pas faire d'autres choses dans ces domaines-là. Et voilà, il y a une espèce de séparation. Et là, justement, depuis quelque temps, bah, enfin, tous ces domaines-là m'ont rattrapé. Et c'est pour ça que du coup, quand on est du coup dans l'accueil, bah, voilà, on ne peut faire que ce qui doit se faire. Et du coup, tous ces domaines-là m'ont rattrapé. Et j'ai vraiment, là, je vois de plus en plus complètement que bah, j'étais dans une lutte de dire bah non, je suis dans entre guillemets, dans une église de non-dualité et donc je ne vais pas aller voir dans les autres, quoi. Il y a Mm. vraiment cette séparation qui s'était posée et là, c'est en train de lâcher complètement et Mm. je sais pas Mm. si tu peux nous parler de ça un peu parce que c'est vrai que moi, ça a mis beaucoup de temps à lâcher et j'ai eu beaucoup de personnes avec qui j'échangeais là-dessus et qui avaient eu ce même, cette même croyance, en fait. Bah, c'est ça, tu viens de dire le mot. Si c'est une croyance, il y a un truc qui ne va pas. Si c'est un vécu, effectivement, dans le vécu de la conscience euh, globale, désidentifiée,
reposant en elle-même, il n'y a plus besoin de tout ça. C'est évident. Et c'est un vécu, c'est pas je vais. Ouais, tu vois. Si par contre tu pars depuis un endroit où la conscience est prise dans le jeu du monde et du personnage, et que de là tu te dis non, 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 je ne dois pas aller dans ces trucs qui pourtant m'attirent parce qu'en fait, c'est pas, c'est pas non-duellement correct. Bon, bah là, tu es dans une croyance. Et donc, tu es en train juste de t'opposer au flux naturel de la vie qui t'invite à aller par là, ça t'attire, c'est qu'il y a une raison. Et d'ailleurs, cet oracle que je crée, par exemple, je sais il va être utile aux personnes qui ne sont pas dans l'arrière-plan ou qui sont dans un chemin peut-être d'aller-retour ou qui sont dans un chemin d'intégration dans le personnage d'une expérience d'arrière-plan. Mais celles qui sont complètement immergées dans l'arrière-plan, elles vont jamais ouvrir un livre de tarot ou un oracle, ça n'a pas d'intérêt pour elles. Par contre, ceux qui sont, on va dire, quand la conscience est dans le jeu du personnage et dans ce jeu, bah dans ce jeu, les oracles peuvent être super utiles. Et c'est des, c'est des guidances, quoi. Voilà. C'est, ça fait partie du prendre soin de l'expérience, du véhicule, voilà. Du prendre soin, pour moi, ça fait partie de ça, hein. Ouais. Mhm. Alors là encore, c'est un petit peu comme l'histoire de la saisie sur le résultat. Il faut bien regarder en soi si ce qui nous motive à aller vers ça, est-ce que c'est un mouvement naturel de la vie qui est en train de chercher une guidance pour dans ce grand jeu, dans ce grand pulse, assembler les pièces, etc., dans quelque chose d'harmonieux avec l'histoire de la personne. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ou est-ce que ça vient simplement de la vie? Ou est-ce que ça vient d'une inquiétude, d'une peur dans le mental qui veut se rassurer en tirant les cartes? Parce que ça peut être ça aussi. Et c'est pas grave, c'est juste de bien voir d'où ça vient. Des fois, ça peut révéler ça, en fait, que c'est le mental qui est en train d'essayer de chercher à travers ça à être rassuré. Donc là, peut-être qu'on peut aller rencontrer ce qu'a peur, c'est intéressant de faire ça, parce que sinon, on passe à côté et on est pris tout le temps dans cette même boucle. J'essaie de me rassurer, mais ça marche jamais de toute façon, c'est jamais suffisant. Ça rassure 5 minutes, puis après, ça revient, parce qu'en fait, on n'a pas résolu la source de l'inquiétude. On essaie juste de mettre des couches de peinture dessus, en fait, en faisant ça. Voilà. Mm. Mm. Ouais. Mais c'est beau de revenir dans l'expérience et de voir comme elle peut être riche, tellement riche, avec toute cette créativité que la vie a, quoi. Chaque être est un monde en lui-même, chaque être est une œuvre d'art, c'est juste incroyable, unique. Mm. Et ça s'exprime de plein de façons. Et pourquoi pas l'ésotérisme, ça en fait partie, quoi. Ouais, ça fait- Mm. 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 C'est juste que je crois qu'il ne faut pas se perdre dedans. Enfin, il faut pas. On peut se perdre dedans. Il faut pas, ça aussi c'est une expérience, se perdre dedans, hein, c'est pas grave. Mais on peut se perdre dedans, dans l'ésotérisme, dans les contacts avec les guides, par exemple, dans le channeling, ces choses-là. Euh, on peut se faire bien embarquer dans des trucs qui sont finalement illusoires. Et ça peut recréer de la dualité. Donc l'impression que le guide, c'est quelque chose d'extérieur à moi qui va me montrer le chemin, alors que en fait, il est juste une manifestation de mon propre être qui me guide. Et il peut y avoir un temps où on a besoin de passer par quelque chose d'extérieur. Mais si on reste là, quelque part, à un moment donné, on va stagner dans une forme d'illusion. Les guides, c'est des aspects de nous, hein, ou des êtres qui sont aussi des êtres dans d'autres dimensions. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais qui sont en écho avec des aspects de nous, qui viennent les mettre en lumière. Toujours ramener à ça. À qu'est-ce que la vie, à travers moi, se fait vivre à elle-même. Et il n'y a pas de séparation. Voilà. C'est le but, c'est ça aussi. Donc, de voir qu'il n'y a pas de séparation. Donc, si on voit qu'en allant vers de l'ésotérisme, on nourrit de la séparation, c'est on est en train de se perdre, en fait. Mhm. Mhm. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais.
Oui, oui, très, très clair. Enfin bon, d'ici, c'est très clair. Mm. Oui, bonjour, Oui, c'est Bruno. Bruno, oui. Oui, donc en fait, j'aime beaucoup ce qui se dit. Mhm. Euh, et donc, en fait, il y a comme une vérité qui résonne en moi. Et donc, enfin, qui résonne en moi, qui apparaît en fait, qui apparaît par Bruno, par Sully, par Jean-Pierre, par Alexis. Et je trouve ça euh, simple en fait de constater qu'il n'y a pas de séparation Mhm. avec l'être. Et donc en fait, je vous connais pas, mais j'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps, depuis toujours. Et c'est drôle en fait, c'est paisible. Et donc je voulais simplement vous dire que voilà, je suis très heureux d'être en votre compagnie à travers ce Zoom. Voilà. Waouh. Magnifique. Ah. Alors ça, c'est vraiment magique quand l'être se reconnaît Ouais, à travers euh, en soi. Alors les autres personnes avec qui on se trouve, on a mm, l'impression de les connaître. Ça, c'est c'est ça. extraordinaire. Ça se passe quasiment comme ça dans tous mes stages. À chaque fois, j'assiste à ça. Au début, les personnes ne se connaissent pas. Et puis, assez Ouais, rapidement, assez ouais, rapidement, c'est comme, je dis souvent, comme une cousinade. Hein. Tu vois, quand c'est avec ça. nos cousins, c'est des gens qu'on n'a pas vus depuis super longtemps. C'est On ça. n'est pas vraiment dans leur vie finalement, mais on a ce lien de familiarité, on fait partie de la même famille. Et ça C'est fait semaine, ça. c'est fascinant. Ouais, c'est magnifique. Mm. À la fois, en fait, il y a Bruno qui apparaît et, et à la fois, il n'y a pas de séparation avec l'un ou l'autre. Enfin, Sully, Jean-Pierre, Raphaël. C'est ça, en fait. C'est ce qui se passe là maintenant, ici maintenant. Et ouais, c'est beau. C'est c'est merveilleux. Ah C'est oui, c'est merveilleux. ouais. Voilà. C'est- quelle gratitude parce que Oui. Ouais. l'humain, on voit de quoi il part, hein, de cette séparation extrême, en fait. Hein, Ouais. on peut tomber dans des états de profonde solitude, de se sentir totalement isolé et seul au Mm. monde et perdu. Ça peut aller vraiment dans l'extrême là-dessus. Comme on voit comment c'est difficile de se rencontrer les uns les autres. Quand on est sur le mode de l'ego, on ne se rencontre pas, en fait, hein, à ce niveau-là. C'est moi, je, moi, je, moi, je, et on ne rencontre pas l'autre. Et de voir cet être humain qui part de ce conditionnement-là très très dense, puis arriver Ouais. à ce que tu es en train d'exprimer, moi je suis émerveillée, c'est vraiment extraordinaire. Mm. Quel challenge quelque part, hein, parce que mais en même temps, bon, comme c'est le fond de notre être, il peut se reconnaître, hein, voilà, il y a toujours ce potentiel qui est là, même au fin fond de la souffrance, hein, il Oui, y a oui. toujours cette étincelle qui peut se reconnaître. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr que Bruno, dans 10 minutes, il va pouvoir avoir peur, c'est pas grave. C'est, Bien sûr. en fait, c'est ça. Et là, Bruno, euh, dans l'instant, là, présent, ben, Mm. il est avec vous. Il est connecté. Il est
non séparé. C'est C'est ça. ça. Il est connecté à lui-même. Ouais, exact. Il y a quelque temps, mon enfant avait bon, il est grand, il a 25 ans, mais il avait des difficultés avec des amis, il se sentait très seul. Puis il m'a confié qu'il se sentait seul. J'ai écouté, puis à un moment donné, je lui ai dit, mais je savais qu'il pourrait pas l'entendre, mais je lui ai dit quand même. J'ai dit, tu sais, quand on se sent seul, c'est qu'en fait, on est plus connecté à soi-même. Parce que c'est vraiment ça. Alors, il m'a répondu très justement, je comprends ce que tu veux dire, maman, mais j'en suis pas là du tout. Ouais, À ouais, pouvoir, à pouvoir être bien juste avec moi-même. Voilà, il en est pas là et c'est clair, mais il chemine vers ça. Mais c'est ça, c'est quand on est reconnecté à soi-même, on peut plus se sentir seul. non, c'est ça. Paradoxal, hein, d'une certaine manière, ça peut paraître l'être, mais Mm. moi, le sentiment de solitude a disparu de ma vie, avec ou sans des humains autour de moi. Mm. Quand je suis pas avec des humains, je me sens jamais seule. Je me sens Exact. Tout à fait. connectée à la vie, quoi. Enfin, voilà, c'est en Exact. interaction avec l'existence elle-même. Donc, Tout à fait. Ouais. mm, mm. Merci beaucoup pour ton Merci. témoignage. C'est savoureux. Mm. Mm. C'est un peu frustrant, les rencontres en ligne, parce que je vous vois pas, je vois des petits visages ou des images figées. J'aime tellement mieux le présentiel. Mais bon, c'est chouette quand même. Mm. Et je disais à Jean-Pierre au début, bah voilà, j'en fais pas souvent des satsangs en ligne. J'en ai pas fait depuis très longtemps parce que j'ai souvent cette petite frustration de pas goûter euh, les présences de chacun dans leur énergie, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est chouette quand même. Mm. On a Maxence qui voudrait Oui, terminer, je crois. super. J'ai une question si c'est encore possible. Bien sûr. Euh, c'est un peu confus en moi, du coup, je vais essayer de l'amener comme je peux. Ouais. Euh, je me pose la question du point de vue de la présence, ou de la conscience. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'intimité? Parce que j'ai déjà vécu ce que disait tout à l'heure Bruno, cette reconnaissance dans ah, mais l'autre, c'est moi et tout est moi et enfin, cette union ou enfin, voilà. Et dans ces cas-là, il y avait quelque chose qui circulait partout et qui avait pas de limite ou pas d'atteinte. Euh, Là où du coup, quand je suis re-rentrée là en ce moment actuellement avec énormément de peur, de confusion, etc. Enfin voilà, je vis plus du tout cet état-là. Euh, et, et je me demandais du coup, qu'est-ce que c'est que l'intimité? Est-ce que du coup, c'est une représentation qu'on a de là, c'est une limite, mais en fait, elle peut être complètement, enfin, à des endroits différents. Ça peut être, ben là, c'est la limite du jardin, et si quelqu'un rentre, ça fait genre, ah, quelqu'un rentre chez moi. Ça peut être, ben, en fait, ça me l'a fait aussi, par exemple, quand j'étais à l'hôpital, les infirmières, elles toquent, elles rentrent dans la chambre, et moi, j'ai l'impression qu'elles rentrent euh, quelque part en moi. Et puis en fait, bah, c'est pas en moi, c'est la chambre. Du coup, c'est où l'intimité? Est-ce que l'intimité, c'est mon corps, l'intérieur? Et en même temps, tout ça, c'est la même chose, mais en même temps, un endroit non. Enfin, du Mm. coup, voilà, je me demande. Et puis Ouais. aussi, même dans la parole ou dans le qu'est-ce que j'exprime de moi, est-ce que l'autre est extérieur à moi et ou que je crois extérieur à moi, du coup, c'est genre des secrets, de l'intimité? Ou est-ce qu'en fait, je me livre juste à moi-même et du coup, tout ce que je dis, c'est qu'à moi-même? Mais en même temps, on voit bien que s'il y a des choses qu'on dit ou des choses qu'on dit pas, ça change les choses. Enfin, voilà, vraiment cette notion d'intimité, mais qui peut être très différente, vaste. Et est-ce que c'est juste des cloisons euh, avec voilà, des peurs mentales? Enfin, je sais pas, ouais, très Wow. vaste. Je trouve que c'est une question énorme. Je sais pas si je vais réussir à y répondre, hein. Mais elle est géniale, ta question. Tu sais, ça me fait penser, souvent, j'ai l'impression que la vie manifestée, c'est comme un miroir inversé de la vie non manifestée.
C'est comme si l'être, c'est l'intimité pure. Mm. C'est ce qu'il y a de plus profond, de plus intime pour nous. Et c'est la même pour tous. Mm. Donc là, ça fait exploser la notion d'intimité, puisque c'est la Mm. même pour tous. Et en même Oui. temps, c'est plus intime pour chacun. Mm. Tu vois, c'est cette espèce de truc inversé qui est complètement fou, en fait. Mm, mm. Donc sur le plan de l'être, l'intimité, c'est juste ça. Et on a envie tous, on partage tous la même intimité profonde. Voilà. Après, sur le plan de la manifestation, et notamment moi, je parle beaucoup du plan énergétique aussi, énergétique et physique. Pour moi, le plan énergétique, c'est déjà de la manifestation, sauf que c'est subtil, Mm, mais c'est du domaine de la manifestation. mm. Et c'est de la matière quand même. C'est une matière subtile, mais c'est de la matière. Et du coup, quand on est dans cette dimension-là, là, la notion d'intimité, c'est, comme on dit, j'ai ma bulle, en fait. Et si quelqu'un entre dans ma bulle, ça peut perturber mon énergie interne. Alors, l'énergie interne de la structure. Mm. Si cette énergie n'est pas en diapason ou en harmonie avec la mienne, ça va créer une perturbation. On peut parler vraiment qu'en termes énergétiques avec ça. Alors, l'intimité au sens physique, on va plus y mettre une dimension psychologique, tu vois. Mais en fait, ça part d'abord d'une dimension énergétique. Mm, mm. Où s'il y a une intrusion dans mon énergie, Mm. psychologiquement, je me sens agressée, en fait, Mm. par quelqu'un qui rentre, par exemple, l'infirmière qui rentre dans la chambre brutalement. Quelque part, c'est une intrusion dans ton énergie aussi. Ou ouais, quelqu'un qui te colle trop, qui est trop, voilà, ou qui... voilà, énergétiquement, c'est pas OK, justement, de se laisser intruser. Mm. Ouais, enfin, c'est pas OK. Ça crée une perturbation. C'est juste de voir ça, hein. Mm. C'est normal, ça fait partie du monde c'est comme ça dans le monde physique. Mm. Et après, l'intimité psychologique, on a tous nos degrés avec ça. Pour certains, les limites, je veux dire. On a tous notre curseur. À quel endroit, là, c'est de l'intimité. À quel endroit, là, c'est quelque chose que je peux partager avec quelqu'un d'autre sans sentir que c'est de l'intimité. Ça, voilà, c'est une affaire, c'est vraiment propre à chacun, hein. Mm. Mais c'est vraiment intéressant de voir cette espèce d'inversion. Et on le voit sur plein de choses, je trouve, dans la manifestation. Mm. Là, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent, mais ça m'arrive tellement souvent de me dire, ah, mais c'est fou, la vie manifestée, c'est comme un miroir inversé de l'être. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais. Mm. Donc, en fait, on peut pas, comment dire, on peut pas faire l'impasse ou dénigrer la vie manifestée sous prétexte que dans l'absolu, on est tous le même et que l'intimité, on partage tous la même. Ça ne veut pas dire que dans la vie manifestée, je dois laisser mon voisin entrer chez moi quand je suis à poil, par exemple, j'en sais rien. Non, bah non, sous prétexte qu'on est un. Il n'y a pas de raison. Dans la vie manifestée, c'est pas comme ça. Il y a des règles, il y a des lois, et ça fait partie du jeu, quoi. Les lois Mm. énergétiques et psychologiques, et ça fait partie du jeu. Mm. Mon petit chat qui... Et donc, après, là, c'est à voir où sont mes limites, où je mets mon curseur par rapport à ça, à l'intimité. Oui, et même ça peut être là que si par exemple il y a entre le non manifesté et le manifesté, si dans les plans subtils, par exemple, il y a une brèche ou une faille, Ouais. euh, j'allais dire de possibilité d'intrusion ou de quelque Ouais. chose de pas clair ou de permissif ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression que ce serait justement là où, du coup, dans le manifesté, c'est là que ça peut se produire, que ça autorise. C'est-à-dire, Mm. J'ai l'impression que la boucle, elle est du non manifesté au manifesté, de quelque chose de pas de densité à quelque chose de densifié. Ouais. Et du coup, si dans la structure énergétique, il y a des endroits avec quelque chose de permissif de possible, où l'intrusion est possible, où il n'y a pas de cloison, je dirais, là où il devrait y en avoir, ça permet du coup, dans la manifestation, qu'il y ait plus des choses intrusives qui peuvent se passer. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Et C'est par vrai rapport à... Ouais. Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, c'est bien de distinguer le plan énergétique et le plan psychologique. Parce qu'au plan énergétique, on est sur des histoires vibratoires. Mhm. Au plan psychologique, on est sur des conditionnements.
Donc, par exemple, un gamin qui a vécu en Afrique, dans une tribu où ils dorment à 10 dans la même pièce et où bah, il n'a pas du tout la même notion d'intimité que celui voilà, le gamin qui vit seul avec ses parents dans sa chambre. Enfin, Mm. Voilà, la culture va énormément influencer notre notion d'intimité psychologique. Mm, 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 mm. Et voilà, donc ça, c'est regarder où est-ce qu'on est avec ça. Et puis, ben, si ta notion de l'intimité, elle a été forgée de telle manière, elle est forgée de telle manière, tu peux pas aller à l'encontre de ça quelque part. Après, ça peut bouger, ça peut progresser, mais enfin, faut la respecter, je veux dire. Voilà. Mm. Et après, sur le plan énergétique et vibratoire, là, on va plus rejoindre la question que tu m'as posée, je crois. Ah oui, oui, c'est possible qu'il y ait des intrusions. Oui, bien sûr, ça arrive. Oui, oui. Mm. Ça Ce fait qui du est mal. bien, c'est de pas en faire plus un problème que ça. C'est-à-dire, bon, ben, il y a une intrusion, ben, on fait ce qu'il faut. Voilà. C'est-à-dire que l'intrus, on va le faire partir. On va lui faire comprendre qu'il n'a rien à faire là. Hein. Comme mon voisin qui rentre chez moi quand je suis sous ma douche, je vais lui dire que ben non, là, c'est pas le moment. Voilà. Mais on n'est pas obligé d'en faire Par contre, de monter tout un truc autour de ça. Mm. Il y a, on peut juste se rappeler, ouais, mais de toute façon, tout ça, c'est qu'un jeu. On est Mm. un au fond. Et c'est un jeu entre ces différentes formes. Et on met les limites qu'on a à mettre, mais pas besoin d'en faire un problème. Mm. Il n'y a pas besoin de surajouter ouais, des jugements en termes de bien ou de mal, ou de choses comme ça, tu vois. Mm, Mm. mm. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce truc un peu de miroir inversé, là, Ouais. ça il y a aussi quelque chose qui me travaille beaucoup par rapport à- c'est comme si à un moment j'avais vu dans les yeux de quelqu'un une énergie, on va dire. Et là où j'ai l'impression qu'on peut voir pareil, dans différentes profondeurs jusqu'à se voir dans l'autre. Mais du coup, dans ce truc de ah, j'ai vu ça, qui m'a fait à ce moment-là, qui m'a fait très peur, c'est qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai vu son énergie à lui ou est-ce que j'ai vu quelque chose en moi qui se reflète au travers lui, en fait? Ah, ok. Ouais, Mais mais j'ai l'impression qu'en fait, les deux sont justes. Enfin, les deux sont vrais, mais que ça dépend, encore une fois, à quel plan de conscience je me situe. Je sais ouais. pas ce que tu penses. Quand il y a une peur, il y a une réaction. D'accord? Donc, Mm. ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui est activé Mm. parce que tu as vu. Donc là, la peur, il y a deux sortes de peurs. Pour moi, il y a la peur primaire, celle qui te protège d'un danger réel. Et puis, il y a la peur psychologique, celle qui essaie de te protéger d'un danger potentiel, en fait. Donc, c'est déjà de regarder, est-ce que j'ai senti un réel danger dans cette personne? Pourquoi pas? Admettons, il avait l'intention de me tuer, hein, ça arrive. Voilà. Et je l'ai vu. Et donc, ça m'a permis de partir en courant. Je schématise. Mm. Ou est-ce qu'il n'y avait pas de réel danger? Mais par contre, moi, j'ai eu peur parce que c'est venu me montrer une zone de peur en moi par rapport à certaines énergies. Et là, c'est intéressant, bah, du coup, de juste de revenir à soi et de regarder qu'est-ce qui est activé en moi et qui a peut-être besoin d'être entendu Mm. ou en transformé ou je sais pas quoi. Mm. Mm. Bah, c'est qu'à un moment, la peur en l'autre est un potentiel danger pour moi. La peur de l'autre est un potentiel de danger pour toi, tu dis? Oui, Oui, bah oui, parce que sa peur peut faire qu'il t'agresse. C'est ça oui, que tu... ouais. Bien sûr. Oui, oui, aussi, oui. Oui. Mais je pense que profondément, si on est dans la très, très, très profonde paix, ce serait pas possible. C'est possible, en Ouais, effet. Il y a des chances. Oui, il y a des chances. Je ouais, rejoins ça. Quand la conscience est complètement immergée dans son être-té, on va dire, et plus et ne partage plus, n'est plus associée au corps et voilà, au corps émotionnel, cette vibration de l'être-té éloigne tous les dangers pour moi, bien ouais, sûr. Oui. ouais. Et on peut même, dans des moments d'unité, ça m'est arrivé de ressentir des personnes que je pouvais rencontrer
de l'intérieur, comme si je fusionnais avec leur corps énergétique, mais avec leur singularité, leur parfum. Je sentais comment c'était d'être cette personne, en fait. C'était intérieurement. Quelle ambiance, quelle atmosphère. Et j'avais pas du tout l'impression ni d'être intrusive, ni d'être intrusée en faisant ça. J'étais pas en train de. Il n'y avait pas de déplacement d'énergie. Parce qu'une intrusion, c'est un déplacement d'énergie, en fait, dans la matière. Alors que là, c'était juste la conscience qui se promenait. Ou qui. Voilà, il n'y avait pas de déplacement d'énergie. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'histoire comme ça. Ça te parle ce que je dis là? Je ne sais pas si Ouais. c'est particulier, mais Ouais. ouais. Parce qu'il y a Mais une c'est différence entre rentrer dans quelqu'un énergétiquement, et donc là, c'est un viol, ni plus ni moins, énergétique, et en tant que conscience, goûter ce que c'est que cette personne, puisqu'on a accès à toutes les informations, puisqu'on est tous la même conscience. C'est vraiment pas la même chose. Hein. Ah, c'est subtil. Ouais, ouais. Ouais, je vois. C'est toujours pareil quand on se pose ces questions-là, comme sur l'intimité, c'est d'écouter d'où est-ce qu'on perçoit les choses, de quel endroit on est en train de vivre l'expérience. Est-ce qu'on est juste dans l'être, ou est-ce qu'on est déjà dans l'être qui se manifeste? Est-ce qu'on est dans la manifestation? Et donc, du coup, c'est plus les mêmes réponses, en fait. Et c'est plus la réponse appropriée à la situation n'est pas la même. Oui, j'ai l'impression à des moments d'être perdue, comme d'avoir vécu à plusieurs étages et du coup d'être perdue dans waouh, du coup, c'est quoi la réalité, ou c'est quoi. C'est comme si à un moment aussi j'avais vu par exemple que tout le monde était vide et qu'en fait il y avait que des comment dire, presque des énergies que j'y projette qui du coup euh, enfin habitent les personnes, parce qu'en fait elles sont en résonance avec ce que je crée comme réalité. Oui, ouais, tout à fait, ouais. Alors évidemment, c'est pas toi qui crée cette réalité en tant que Maxence, hein, c'est ton système de croyance Bah qui, ouais. qui du coup, par effet vibratoire, voilà, qui projette une certaine vibration, et c'est ça qui va entraîner des événements dans ta vie, ou des rencontrer certaines personnes plutôt que d'autres. Et c'est toujours en lien avec les inconscients de ces personnes, notamment quand tu parles des rencontres. C'est que eux aussi, leur vibration et la tienne se rencontrent, et font que là, bah ouais, ça a besoin. Ça a des informations à se donner, en fait, à se transmettre. Et c'est ce qui fait que ces deux personnes se rencontrent et vivent une situation ensemble, quoi. Que ce soit une relation agréable ou conflictuelle, c'est toujours les deux inconscients qui se rencontrent, qui se sont croisés bien en amont de ce qu'on croit dans la réalité qui se passe, en fait. Enfin, dans la réalité apparente. Quand tu dis, je sais plus ce qu'est la réalité, mais en fait, en dehors de l'être, il n'y a rien qui est vraiment réel. Oui. C'est toujours des réalités relatives. Je le sais un petit peu, puis il y a un endroit où ça rend un peu fou. Oui, non, mais c'est ça. C'est important quand même d'avoir du discernement là-dedans. Même si c'est une réalité relative, on peut se perdre avec ces notions-là, quoi. Donc, c'est important d'avoir du discernement et de surtout savoir comment, à partir de quel point tu observes les choses. À partir de quel point tu observes et à quel système de pensée tu adhères, en fait. C'est ça qui crée ta réalité. Et quand tu vois un système de pensée, j'ai l'impression que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup épluchée sous toutes les coutures. Ouais. Et que du coup,
je me connais pas par cœur parce qu'il y a sûrement tout ce que je vois pas qu'elle a, mais il y a quand même aussi beaucoup de mécaniques que je vois, que j'observe. Mais par rapport au système de croyance, je vois qu'il y a des fois, ben, j'arrive à en lâcher ou à m'apaiser ou m'adoucir avec. Et il y en a d'autres, c'est ben, je les vois, mais j'ai beau me dire, bon, bah, ça, je le crois, ouais, mais en fait, je le crois, enfin, j'arrive pas à lâcher cette croyance. Ou je peux avoir la croyance à côté qui dit, je ne crois pas cette croyance, Oui, mais, mais que ça la fait pas lâcher, quoi. ouais, ouais. Après, il y a des outils pour investiguer les croyances. Byron Katie, elle en a mis un en place qui est pas mal, c'est d'interroger la croyance. Donc, il y a une croyance, et là, tu poses la question à cette croyance, ben, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu en es absolument sûr? Quelle preuve tu as que c'est vraiment vrai? Par exemple, ça, c'est des questions qui permettent de faire douter la croyance, de voir qu'en fait, elle est basée sur quelque chose dont on n'est pas sûr, sur laquelle on n'a pas de preuve, sur une supposition, tu vois? Mm. Et, euh, et j'aime bien l'idée de faire douter les croyances, tu vois? Il y a toujours un endroit où la croyance, elle peut y avoir un doute. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je crois? Mm. Ouais. Et si c'était pas vraiment vrai? Et si je pouvais m'ouvrir à la possibilité que ce soit pas vraiment vrai? Tu sais, juste, Mm. t'es pas obligé d'être violent, c'est est-ce que je peux m'ouvrir à la possibilité que c'est pas vrai? Ou que c'est pas tout à fait comme ça? Que c'est une perception un peu. Oui, il me manque des paramètres dans cette perception. Je vois les choses que depuis une lunette, en fait. Et si Mm. j'avais une vision plus globale, peut-être que je verrais les choses autrement, etc. Tu vois, on peut toujours faire douter une croyance. Mhm. Et puis surtout, on peut changer la perspective. Après, tu vois, là, c'est difficile de parler là parce qu'on est dans le vague, mais quand on a quelque chose de précis, c'est plus simple. T'as pas un truc précis, par exemple? Un exemple précis? Mm. J'en aurais plein. Et évidemment, là, il n'y a plus rien. Choisissant un simple pour l'exemple, tu vois. Si, bah, il y a eu un moment où pour moi, j'ai choisi de faire quelque chose. J'avais l'impression, je, je vivais à l'intérieur de moi que c'était mon âme qui voulait ça et que j'avais qu'une envie, enfin, c'était vraiment dans des moments où j'étais à fond je suis mon âme, ce qu'elle demande, et je me mets au service de Dieu, et c'était vraiment tout ce que je voulais. Et, euh, et du coup, il s'est avéré qu'après, la suite, ça s'est mal passé. Et du coup, j'ai un énorme doute de est-ce que du coup, j'écoutais vraiment Hmm. mon âme? Est-ce que du coup, je sais pas, c'était la personne en face qui n'était pas prête? Est-ce que, enfin, du coup, maintenant, il y a quelque chose qui a super peur, évidemment. Euh, C'était quoi ta question déjà? C'est ouais, par rapport à une croyance, c'est de dire oui, tu crois vraiment que c'est vrai, en fait, quelque chose que tu crois vraiment que c'est vrai, que tu as du mal, Ouais, une croyance que tu as du mal à remettre en question. ouais, oui. Bon, c'est Par pas mal. exemple, je pense que tu voulais dire de croire que c'est la voix de ton âme, là, dans cet exemple. C'était ça, peut-être. Par exemple, ouais, ouais. Mhm. Bah, il est sympa cet exemple. J'ai vécu plein de fois des choses comme ça, moi. Tu as tous les signes qui te disent d'aller vers une personne, et puis avec cette personne, il ne se passe pas du tout ce que tu croyais qu'elle allait se passer. Mm, Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est qu'en fait, j'ai reçu une fois, une amie a reçu une fois en guidance cette phrase qui m'a accompagnée très longtemps. Le guide ne dit pas la vérité, il guide. mm, D'accord? Donc tu devais vivre cette expérience avec cette personne. Mais tu ne serais pas allé si on t'avait dit que c'était pour ça. Tu vois? Donc on t'a fait croire que c'était autre chose pour que tu y ailles. Parce que tu devais le vivre. Parce qu'au niveau de ton âme, ça avait besoin d'être vécu. mm, Le vécu est toujours la vérité de ce qui. C'est-à-dire, c'est toujours ce qui doit être vécu, c'est ce qui se vit. Il n'y a pas d'erreur avec ça. On ne fait jamais d'erreur. Voilà. Si on vit une situation même catastrophique, suite à une décision qu'on a prise, c'est pas une erreur. C'est qu'on devait vivre ça. Sinon, mm, on aurait pris une autre décision, parce que les décisions, elles se prennent bien en amont de l'endroit, le moment où on croit qu'on prend la décision. C'était déjà décidé bien avant. Et donc, c'était exactement ce qui était à vivre. mm, Donc, on peut faire confiance à la voix de notre âme, même si on n'est pas sûr que c'est elle. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui nous pousse dans une direction,
Faisons-lui confiance. Par contre, lâchons prise sur le résultat. On ne sait pas ce qui nous attend. C'est toujours pareil. Et on ne sait pas ce qui est le mieux aussi. Ça, c'est un truc que je transmets dans mes formations en soins énergétiques. Le mieux, c'est pas forcément la guérison. C'est peut-être de vivre une maladie. On ne sait pas ça. On n'a pas la vision globale de toute une destinée, plus des interactions avec les autres autour d'une personne, par exemple, qui vit une maladie importante. Ça fait bouger les lignes dans son environnement, sa famille, ses amis. Et peut-être qu'ils ont besoin de vivre ça, ces gens-là. Ça va peut-être faire bouger des choses profondes en eux aussi, pas que dans la personne qui vit cette maladie. Donc, tu vois, on n'a pas, voilà, c'est toujours se rappeler ça. J'ai pas la vision globale depuis mon petit endroit d'identification à la structure. La vie, elle sait beaucoup mieux que moi ce qui est OK de vivre, en fait, ce qui doit être vécu. Et ça n'impacte pas que moi, c'est un ensemble, c'est tout l'ensemble. Tout l'ensemble est impacté par chaque acte produit par une singularité, en fait. Hein. Donc, quand on se replace dans cette perspective d'un ensemble, je trouve que c'est plus facile aussi de faire confiance. Bah oui, du coup, moi, il y a un endroit où j'ai aussi entièrement confiance de... Ok, cet échec, il est hyper violent, il m'a mis face à des projections, à des attentes, etc. Ouais. Et du coup, je sais qu'il y a un endroit, j'ai ça à surmonter, à prendre soin et à passer. Et en même temps, du coup, ça vient piquer un endroit de confiance en moi. Parce que en fait aussi il y a une personne du coup qui se déplaçait dans différentes couches de moi et qui à un moment donné a pointé l'endroit de c'est toi qui as fait foirer le truc. Et il l'a pas dit genre mentalement genre oui mais c'est toi qui non non non, il l'a pointé à enfin tout mon corps a réagi d'un coup et j'allais exploser en sanglots et enfin et de sentir que c'est moi qui ai fait foirer ça, c'était mais c'est pas le moi qui parle là, c'était je sais pas, c'est un moi plus profond. Et, mais du coup, ça fait que je suis encore plus en méfiance de moi, en fait. Parce que j'ai fait foirer ça. Ouais, ok. Alors, là, tu pars sur la croyance que tu as fait foirer le truc. Mm. Alors ça, par exemple, c'est une bonne croyance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu en es sûr? Quelle preuve tu as que tu as fait Bah, foirer? c'est vraiment le fait que il y a, ouais, il y a une personne qui me l'a fait toucher, mais je sais pas si si c'était énergétique ou si c'était... Ok, Il se déplaçait, je pense, dans des plans de mon inconscient, tu vois, mais quand il l'a touché, ça... ok, j'entends. C'est comme si Là tu où il y a plein de as personnes vu qui m'ont ouais. dit, mais tu crées ta réalité, blablabla, j'aurais dit, en fait, vous me faites chier. Mais là, il l'a touché, ça a été... il l'a touché, quoi. Tu as vu l'endroit en toi qui a dit non à cette histoire et qui a fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Ouais. Tu as rencontré, en fait, c'est ça que tu dis? Comment? Que tu as rencontré à ce moment-là l'endroit en toi qui a fait que cette histoire n'a pas pu fonctionner, qui n'a pas donné son accord ou qui a fait foirer, on va dire. Ouais. C'est possible ça, effectivement, même si ça ne peut pas se réduire à ça, une histoire. C'est-à-dire que l'autre en face, pourquoi il est allé vers toi? Tu vois? Il avait besoin aussi de vivre ça. C'est un ensemble, c'est toujours pareil, c'est un ensemble. Mm. Mais si tu touches un endroit en toi que tu reconnais qui a fait foirer l'histoire, cet endroit en toi, il a une bonne intention pour toi. Hein. Il a forcément une bonne intention pour toi. Ah oui, c'est ce que tu me disais le jour. Ouais. Ouais. Et d'aller voir c'est quoi l'intention qui est derrière. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Pourquoi tu... Voilà. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Et il est possible que Alors là, on est vraiment dans des suppositions, ce que je vais te dire, et c'est pour ça que ça demande de l'investigation. Il peut y avoir que c'est une peur, une protection, peur de souffrir. Voilà. Vaut mieux pas être heureux et risquer d'être déçu derrière. Ça fait trop mal. Vaut mieux pas risquer d'être rejeté, abandonné. Il peut y avoir tout ça derrière, tu vois. Vaut mieux pas vivre l'histoire que de risquer d'être abandonné, rejeté. Ça peut être aussi que ça sent que cette histoire, elle n'est pas OK pour toi, d'une certaine manière, qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec tes valeurs et tes vrais besoins, et que ça le sait. Tu sais pas en fait ce que c'est. Donc, il faut investiguer, il faut poser les questions avec cette part en toi, être à l'écoute de ce qu'elle répond, mais c'est pas quelque chose de destructeur qui a fait foirer et qui doit te générer que tu n'aies plus confiance en toi. Au contraire. Au contraire, même, j'ai envie de dire. Mm. C'est quelque chose que ça de te protéger, donc plutôt faire confiance à tes protections
et aller voir qu'est-ce qu'elle cache, juste comme peut-être traumatisme ou blessure, et prendre soin de ses blessures. Parce que c'est le but, c'est d'aller te montrer l'endroit où il y a une blessure ancienne qui fait que tu vas pas pouvoir, par exemple, aller dans une relation par peur d'être abandonné, admettons. Tu vois? Ça, c'est fréquent, quoi. Bah, va soigner ta blessure d'abandon, va rencontrer la partie en toi qui a vécu l'abandon, va lui donner de l'amour, va la récupérer, parce qu'elle est perdue quelque part dans ton inconscient, va la ramener dans le système, parce qu'elle est dissociée, elle a oublié sa vraie nature, lui redonner de l'information, etc. Pour ça, c'est tout un travail en psychothérapie, hein, finalement, ce que je te dis là. Mais toutes les situations comme ça sont une opportunité d'aller guérir quelque chose en nous ou d'accueillir quelque chose en nous qui n'est pas accueilli. Donc, si tu le vois comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, si ta perspective de la situation change, c'est bien, en fait, tu as donné un bon exemple. Tu peux le vivre en victime ou en j'ai tout fait foirer et perdre confiance en toi et ton estime de toi et tout ça. Ou tu peux le voir complètement autrement et le voir comme un cadeau pour te libérer de souffrance. Ah, ça change tout. Mm. Ce qui est beau, c'est qu'on a cette possibilité de changer de perspective sur les événements, comme la réalité n'est pas figée, c'est-à-dire que tout est une question d'interprétation. Là, quelque part, on a entre guillemets le choix de notre interprétation. Et de notre interprétation dépend notre oui à la vie ou notre non, et donc notre joie ou notre peine, etc. Hmm. Hmm. Et pour les parts qui veulent pas d'amour, Ils veulent pas d'amour. ouais. Ben, c'est souvent c'est considéré que l'amour c'est dangereux, hein. Voilà. Pour une raison ou une autre. Donc là, il y a souvent des blessures ou des traumas derrière de l'enfance. Donc, par exemple, si tu as eu des parents pour qui t'aiment, il fallait que tu correspondes à tel ou tel enfin, que tu aies tel ou tel comportement, tu vois. Que tu sois genre l'enfant modèle, quoi. Selon leur perception à eux, leur perspective à eux sur ce que c'est un enfant modèle. Bah, tu peux très bien avoir encodé en toi que être aimé, ça veut dire être obligé de avoir tel et tel comportement pour maintenir l'amour de l'autre. Donc, je préfère pas d'amour que de pas être libre d'être moi-même. Ça peut être ça. Ou c'est risqué d'être abandonné, rejeté, parce qu'on peut me donner cet amour et me le reprendre, et derrière, je vais me retrouver plus bas que terre. Ça peut être tout ça. Enfin, c'est toujours des protections, parce qu'il y a pas en nous quelque chose qui ne veut pas d'amour. Ça cache autre chose derrière. En fait, ça ne veut pas la souffrance, plutôt. Mm. Et vraiment, pose cette question à ces aspects en toi. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Et t'écoutes la réponse. En toute, tu sais, c'est vraiment se mettre dans l'observateur, sans a priori sur la réponse, parce que sinon, tu vas orienter avec ton mental. Si tu penses déjà qu'il va répondre ça, ou si tu le vois comme un ennemi ou comme quelque chose de destructeur, si tu as un point de vue, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment être dans l'observateur sans point de vue. Juste la curiosité de rencontrer ton système. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui vit en moi? Quelles sont ces énergies qui animent cet être? Cette curiosité-là. Et depuis cet endroit, tu poses cette question. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Tu verras. Tu verras. C'est surprenant parfois les réponses qu'on entend. Mm. C'est souvent tout le contraire de ce qu'on croit. Mm. Mm. Merci. Merci à toi. Mm. Donc, c'était le bon moment pour conclure. Ah, ok. Merci. Merci à tous et merci, Sylvie. Ben, avec plaisir, vraiment. Ouais. Est-ce que tu veux dire un dernier mot ou c'est bien comme ça? Non, c'est bien comme À ça. le prochain maintenant. Rien qui vient, à part ouais, de la gratitude pour que ce soit possible, des moments comme ce matin. Euh, voilà, voilà. Merci d'avoir participé.
Mm. Et voilà, bah, écoute, je sais pas, ouais, je sais pas quoi dire de plus. Ouais. Mm. Il n'y a pas besoin. Non. Tout est dit. Ouais. Était à dire et dit. Mm. Merci à toi, Jean-Pierre, hein, de proposer ces petits cafés satsang, c'est sympa. Ouais. Merci, c'est avec plaisir. Le dimanche prochain, en principe, je serai avec Christophe Saul. Mhm. Et dimanche d'après, il y aura Frédéric et puis et encore d'autres après. Super. Voilà. Tous les dimanches alors. Tous les dimanches en principe, et peut-être même d'autres dates si il y a des gens si je trouve des gens qui sont intéressés, qui ont envie, donc c'est ouvert à plusieurs possibilités. Mm. Et j'ai des idées en tête, mais pour l'instant, elles sont pas encore formalisées vraiment pour que je puisse rajouter des choses peut-être dans la semaine ou le samedi. Donc, mais ça cogite un petit peu, mais je laisse les choses se faire tranquillement, plutôt installer ce qui est déjà prévu correctement, quoi, je dirais. Voilà. Bah, super. Donc, merci de votre présence, et Mm. puis à prochain moment. Yes. Merci beaucoup. Merci, Céline, merci Jean-Pierre. Merci. Merci Un beaucoup. bon dimanche à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci Grand, Souline. grand merci. Merci. Merci Jean-Pierre. À bientôt. À bientôt tous.